Bon, dans cette vidéo, on va essayer de voir pourquoi Bitensor ne peut pas être expliqué en 5 minutes. Mais on peut quand même l'expliquer, mais c'est juste ça prend un peu plus de temps. Du coup, avant de déballer les cadeaux, on va juste faire un petit tour sur les graphiques. Je pense que vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé sur les marchés et plus particulièrement sur les marchés crypto le 10 octobre. Évidemment, je veux parler de la cascade de liquidation qui a drastiquement fait baisser plus ou moins momentanément les cours. Mais là où je trouve vraiment le timing de création de cette chaîne intéressant, c'est que quand on compare la charte de Tao avec les autres cryptos, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'explications en plus à donner. On voit que Tao a largement surperformé le marché des autres cryptos. Donc on peut voir simplement ici avec Ethereum, Solana, BTC et Render. Donc voilà, le trait rouge, c'était globalement l'ancien top avant le flash crash. Et on peut voir que, voilà, sur tous les graphes, donc toutes les autres cryptos sauf Bitensor qui est en violet et blanc, on peut voir que aucun n'a rattrapé son top précédent alors que Bitensor a fait une performance depuis, allez, on va prendre depuis ici, a fait une performance d'environ 60 et actuellement 39. Alors que je rappelle, entre guillemets, toutes les autres cryptos sont en négatif par rapport à leur dernier top. Voilà, ça peut être un peu un sentiment de marché intéressant à prendre en compte. Mais si vous connaissez une crypto qui a eu des meilleures performances post-crash que Tao, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Disclaimer, ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes responsable de vos gains et de vos pertes. Ok, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire un petit point économique et historique qui peut nous servir pour comprendre et percevoir Tao Bitensor aujourd'hui. Et pour ça, je vous laisse avec un court extrait d'une vidéo de la chaîne Grand Angle Nova que je vous conseille fortement. Ce deuxième graphique projette l'évolution du PIB mondial dans le temps en rapport de la consommation d'énergie et vous voyez que globalement c'est une droite. Enfin, presque, car cette droite est juste à 98,5% près. Et là, ce n'est pas un aléa, car on voit une dérive haussière qui transforme cette droite en courbe. Cela peut sembler subtil, mais en réalité, c'est dans ce petit biais que réside l'histoire de l'évolution scientifique et technique de l'humanité. Si, je vous jure, cette dérive de 1,5% est bien identifiée en économie. C'est ce que l'on appelle les gains de productivité. Dit autrement, chaque année qui passe, en moyenne, on utilise 1,5% d'énergie en moins pour faire une unité de richesse car on a des machines de plus en plus performantes et des connaissances de plus en plus grandes sur les sciences et techniques. Vous pouvez appeler ça la traduction en chiffres du génie humain qui permet de faire toujours mieux avec toujours moins. Voilà donc le concept que vous a expliqué Richard dans cette vidéo est, vous l'avez compris, fondamental. Il nous aide à entrevoir l'étendue du potentiel de l'écosystème Bitensor, à la fois au niveau spéculation sur son token, mais pas que. C'est surtout aussi de le voir d'un point de vue service utile rendu à l'ensemble de la société. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous êtes persuadé que Bitensor permet déjà et va permettre de plus en plus de faire des gains de productivité dans divers domaines, principalement technologiques, mais pas que, et bah, vous aurez pas de mal à comprendre qu'il va participer à ces fameux 1,5% de gains de productivité par an à l'échelle mondiale. Donc on va pas rentrer dans des calculs savants ici, mais si on estime que Bitensor a une part à prendre dans ces 1,5% par an, on peut estimer que sa valorisation peut atteindre, au cours du temps, hein, je dis pas dans les semaines ou forcément les mois qui arrivent, un très faible pourcentage du PIB mondial, et donc facilement des centaines de milliards. Et oui, c'est logique. S'il augmente la productivité mondiale, c'est forcément qu'il sera corrélé à une petite part de ce PIB mondial. De la même manière que la technologie internet, entre guillemets, même si c'est pas vraiment internet qui a changé les choses, mais les sociétés qui sont construites autour du réseau internet, ont finalement augmenté drastiquement la productivité dans différents domaines. Or, actuellement, et c'est là où je veux en venir, la market cap, donc la capitalisation boursière totale de Bitensor est d'environ 4 milliards de dollars. Donc c'est très très loin de ce qu'elle pourrait être dans le futur.
et pas simplement parce que beaucoup de gens très smart, le pensent. Quand je dis ça, je parle pas de moi, hein, mais parce que les services rendus par l'écosystème vont avoir un impact réel sur les gains de productivité à l'échelle mondiale. Bon voilà, je pense que vous avez saisi l'idée, mais je voulais vraiment appuyer sur ce point. Bon, revenons au sujet principal. Pourquoi est-ce que BitTensor, c'est pas si compliqué en soi, mais disons que ça prend quand même un peu de temps à expliquer. Et si vous êtes toujours là, sur la vidéo, c'est que vous l'avez bien compris. Donc si on peut voir Bitcoin comme du capital digital, digitalisé, il faut essayer de voir BitTensor comme le nouveau Nasdaq, entre guillemets, décentralisé, c'est-à-dire un nouveau capitalisme digitalisé. Donc Bitcoin, c'est un réseau de transfert, enfin c'est un réseau de transfert et d'informations, donc de richesse, étant donné que la data aujourd'hui c'est le nouveau pétrole. Et il faut plus voir BitTensor comme un réseau de transfert de l'intelligence, entre guillemets, parce que ça sonne toujours mieux en anglais, mais voilà, c'est l'idée. Et par intelligence, on veut dire service réel rendu, en opposition un peu à Gwendoline, Happy Managers chez Facebook qui n'apporte pas grand-chose à à la productivité de l'entreprise. Non pas dans le sens que Bitcoin, c'est complètement débile, ça sert à rien, mais dans le sens où Bitcoin a globalement une seule fonction, qui est de sécuriser le réseau et d'être une réserve de valeur. Donc il n'est pas très diversifié. Là où Bitensor peut agir dans n'importe quelle catégorie de création de valeur. Bon, on va essayer de regarder l'écosystème de l'extérieur, sans vraiment entrer dans les détails techniques, parce que sinon la vidéo ferait 4 heures. Mais comme toujours, pour commencer, tout projet basé sur des technologies cryptographiques et avec un système de marketplace, il y a toujours une tokenomics, c'est-à-dire une politique monétaire. Et pour Bitensor, elle est très proche de celle de Bitcoin, donc déflationniste et 21 millions de tokens maximum. On a aussi du coup une blockchain qui s'appelle Subtensor, qui est donc la blockchain du réseau qui permet, je pense que vous le savez déjà, mais tout simplement de garder en mémoire les transactions faites sur le réseau. Ensuite, disons qu'on a deux algorithmes de calcul des récompenses, donc d'incitation, mais ça on reviendra dessus plus tard. Donc, il s'appelle Dynamic DAO et le Yuma Consensus. Et ensuite, on a les subnets, donc les entreprises, ceux dont on parle le plus, qui sont vraiment le cœur du projet. Les réacteurs, j'ai envie de dire, qui produisent les ressources. Et ce qu'il faut vraiment essayer de retenir, c'est que BitTensor n'est pas uniquement un assemblage de technologies et d'ingénierie, même si c'est le cas, qui a réussi à faire des gains de productivité et qui va en faire de plus en plus dans le monde digital, mais c'est aussi une nouvelle façon dont les entreprises créent et surtout partagent la valeur. Et ça aussi, on va essayer d'y revenir plus tard ou dans d'autres vidéos. Ok, maintenant, on va rapidement essayer de voir qu'est-ce qu'un subnet. Donc, globalement, un subnet, c'est une entreprise. Et une entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Ça produit des ressources. Donc, il faut se dire que chaque subnet a ses propres caractéristiques et mécanismes d'incitation. Il a ses objectifs, ses propres managers, ses propres employés, et on les appelle donc les managers, on les appelle les validateurs et les mineurs, on les appelle les employés. Et donc l'entreprise, vous avez compris, on appelle ça un subnet. Et donc comme pour le Nasdaq, on peut les sous-catégoriser. Parce que évidemment, le Nasdaq, c'est les entreprises technologiques, les 100 entreprises technologiques les plus importantes des US, mais on peut quand même les sous-catégoriser. Donc voilà un exemple de catégorisation, parce qu'en vrai, c'est pas facile à les mettre dans des cases, tellement c'est vaste et surtout très compliqué. Mais voilà, globalement, on a quand même beaucoup de LLM et de NLP, donc de modèles de langue. On a pas mal d'analyses, beaucoup d'analyses et de génération, mais surtout plus d'analyses d'images, de sons et de vidéos. On a pas mal de collecte de data, on a aussi des agents IA qui ont pour but d'automatiser des tâches, on a de la recherche scientifique, de la cyberdéfense, évidemment pas mal de DeFi et de trading et de prédiction, aussi pas mal. Et pour faire marcher tout ça, on a quand même beaucoup de subnets qui gèrent de l'infrastructure de calcul, qui est évidemment, je pense que vous le savez déjà, plutôt clé dans l'environnement IA. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, BitTensor, c'est une nouvelle façon dont les entreprises créent et partagent de la valeur. Et ça, on le doit principalement à des mécaniques d'incitation, entre guillemets, révolutionnaires. Donc ici, on rentre dans une économie où chaque contribution est mesurée, analysée, validée et récompensée en fonction de sa valeur réelle.
et pas seulement de sa valeur perçue ou de sa valeur théorique. Cette nouvelle économie, étrangement, elle est composée d'une compétition et d'une coopération féroce. C'est ce qui permet de faire émerger une intelligence collective qui est challengée en permanence. Parce que la compétition, bah, vous l'avez compris, c'est pour délivrer le meilleur produit possible. Et la coopération, c'est tout simplement parce que une très grande partie de ce qui est produit est en open source. Donc on peut, entre guillemets, copier sur le voisin pour accentuer la compétition. Et ça, c'est un point qui est vraiment majeur pour faire émerger ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et voilà, ce point-là, c'est très important et on essaiera d'y revenir dans d'autres vidéos aussi. Donc pour faire un résumé très grossier et de l'expliquer d'une manière possible, parce qu'il y a plein de manières de rentrer dans l'explication de BitTensor, on peut dire qu'on a des investisseurs qui stackent des TAO, donc en gros des gens qui placent de l'argent sur le token TAO. Ensuite, ces tokens, ils vont passer par des infrastructures de gouvernance. Donc c'est pas des humains qui vont choisir directement où est-ce qu'ils vont. Et ces infrastructures, elles ont pour rôle de distribuer au subnet, donc à l'intégralité du subnet, hein, pas que aux propriétaires des subnets, donc aux entreprises qui, à leur tour, vont les partager avec les validateurs. Et ces validateurs vont déterminer, donc ces managers, ils vont déterminer combien chaque mineur doit recevoir par rapport au travail qu'il a réellement fourni au subnet. Du coup, là, il y a peut-être une question qui vous vient à l'esprit, qui doit être du genre, comment est-ce que la répartition des capitaux de ces investisseurs, donc des stackers, sont placés dans les différents subnets? Est-ce que tous les subnets reçoivent, tous la même quantité d'investissement ou est-ce que c'est pondéré en fonction de certains critères? Malheureusement, je ne peux pas vous faire la réponse dans cette vidéo parce que c'est un peu long à expliquer. Ça prendrait beaucoup de temps, si je l'explique ici. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que j'en fasse, une autre vidéo. Donc pour continuer, voici en gros les 5 first principles, comme dirait Elon Musk. Je vais pas rentrer non plus dans les détails maintenant parce que je pense que la vidéo est déjà assez longue, mais si vous voulez plus tard avoir accès à ce site, parce que comme vous voyez, on travaille toujours dessus et il est toujours en construction, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et peut-être qu'il y aura plus tard un accès possible. Donc ici, tout simplement, voilà, je vous montre rapidement, on a ce que je vous ai expliqué, mais un peu plus détaillé à l'écrit. Et à l'avenir, je vais peut-être rajouter un peu plus de détails encore. Ok, donc pour finir, j'aimerais faire un petit point sur les figures majeures de l'écosystème. Pareil, je ne vais pas rentrer méga dans les détails, mais si vous voulez avoir accès à la présentation et checker par vous-même, parce que je pense que dans le futur, je rajouterai une description plus précise sur chacune de ces personnes. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Je pense que vraiment ça pourrait limite être intéressant de faire une vidéo dédiée sur le CV de chacune de toutes ces personnes. Mais voilà, dans l'ensemble, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler et si vous suivez un peu l'écosystème, je pense que c'est des visages que vous avez déjà pas mal vus. Sachez que l'ensemble des personnes qui sont citées aujourd'hui, et celles aussi que j'ai pas mises ici, mais qui font partie des figures connues, elles ont un track record qui est plutôt impressionnant, que ce soit en termes d'expérience passée dans des GAFAM ou de compétences ultra pointues en codage ou des boîtes à succès qui sont fondées dans le passé ou des quantités de fonds sous gestion pour les fonds de gestion et les hedge funds. Donc en gros, là où je veux en venir, c'est que les personnes qui en parlent le plus, qui s'y intéressent le plus et qui investissent le plus dans l'écosystème, c'est pas Jojo le clodo, c'est pas votre pote du club de foot qui a trouvé le nouveau shitcoin à la mode. C'est pas non plus votre tonton qui a acheté des actions Apple il y a 2 ans. Globalement, c'est une communauté qui, je trouve, hein, personnellement, est composée de beaucoup de gars avec des gros cerveaux et qui build l'écosystème brique après brique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous voulez parler d'un sujet, ou si vous voulez que je traite un sujet en particulier ou si vous avez des remarques constructives à me faire, n'hésitez pas à m'écrire tout ça dans les commentaires. Allez, ciao!